Je voudrais dans un premier temps remercier l'équipe du réseau Maladies Rares, hein, parce que c'est assez rare qu'on ait finalement l'occasion de se retrouver avec médecins, éducateurs, professionnels du médico-social, ainsi que les familles. Et c'est une occasion intéressante pour moi de les rencontrer et puis d'échanger sur différents thèmes. Donc il y a à la fois famille et professionnels, le secteur de la santé et le secteur médico-social qui sont souvent restés étanches. Et je vois par la présence des médecins que je côtoie, qui seront là tout au long de la journée, des ouvertures de plus en plus fréquentes sur des opérations communes, et un souci du côté des médecins de mieux connaître les personnes en situation de handicap dans leur globalité, et en même temps de faire aussi circuler l'information entre nous du côté de la recherche, rendre accessible la recherche. Du côté de ces adultes, eh bien, on a assez peu souvent d'informations, et c'est aussi l'occasion pour nous de partager avec les généticiens, avec parfois même d'autres réseaux, comme je pense au Centre de ressources autisme, qui a beaucoup avancé sur de nombreuses questions, comme la douleur, etc. Et partager ces outils, ça me paraît une occasion intéressante à développer, parce que c'est à partir de journées comme celle-là qu'on peut initier progressivement des opérations communes. Je voudrais donc avoir un mot de remerciement pour le docteur Sarda, et spécialement pour une absente de l'équipe du réseau, qui est Florence Roy-Baconnet, qui mène aussi les liens entre les familles et les professionnels avec tact, créativité et une certaine détermination dans le fait d'amener des actions nouvelles, comme il y a 2 ans sur le passage à l'âge adulte. Et je trouve que ce sont des personnes déterminantes, à la fois dans le propos des parents, hein, qui ont été clés dans les rencontres, et aussi dans ce travail de mise en lien de différents acteurs. Alors pour introduire ce travail de sélection d'outils, je voudrais au préalable m'arrêter sur certains mots, notamment le mot adulte, qui est souvent en France, on a tendance à penser qu'on est enfant, adolescent, puis adulte, et puis que plus tard on va vieillir, et parfois on a une image du vieillissement qui serait du côté du naufrage, alors que je trouve, pour accompagner des adultes depuis 25 ans, que c'est une période assez formidable de la vie dans laquelle il va se passer énormément de choses, et que repenser cette notion d'adulte en y mettant de l'investissement pédagogique, en y mettant de la créativité, c'est intéressant. Et l'idée qu'on serait adulte uniquement à l'âge de la majorité est souvent réducteur, vu par les familles parfois comme démagogique ou excessif. Je défendrais plutôt l'idée que c'est un devenir, et que du coup, dans ce passage à l'âge adulte, et puis dans toutes les époques qu'on va avoir, on va avoir plusieurs décennies, on va pouvoir vivre des moments, des événements nouveaux, différentes formes de passage, et parfois aussi la question de la santé qui va se poser. Le mot déficient intellectuel, parfois un peu réducteur, j'y préfère souvent le terme de personne en situation de handicap mental, parce qu'il amène aussi une forme de créativité plus large et une prise en compte de différentes formes de handicap, la sensorialité, les troubles psychiques parfois qui peuvent se rajouter. Les déficients mentaux ont une vie psychique, et du coup, l'idée de s'intéresser qu'à la question de l'intelligence me paraît aussi parfois un peu réducteur. Donc je serais tenté, si vous le permettez, d'utiliser le terme de situation de handicap mental. Le mot situation a l'avantage de renverser l'adaptation. Là où on parlait dans le passé de personnes inadaptées, eh bien maintenant c'est à nous à repérer quelles sont nos propres inadaptations dans l'accompagnement, ce qui ouvre aussi des champs de créativité possibles. Alors, voilà, dans le sillage de la loi 2005, voilà, je trouve que cette notion de situation de handicap est assez créative. Accompagner des adultes en situation de handicap, c'est observer au quotidien le fait que leurs problèmes de santé, qu'ils soient ou pas liés à leur handicap, se traduisent par un cumul de difficultés, de pathologies et de fragilités qui rendent parfois l'accès aux soins difficile. Le handicap sensoriel, le handicap moteur, qui parfois, quand il se mêle à la déficience intellectuelle, peut provoquer une forme de restriction importante dans l'autonomie. Les troubles envahissants du développement, qui ont bénéficié de beaucoup de recherches et qui, à mon avis, sont intéressants à connaître, notamment quand on va aborder les émotions, la question de nommer les sensations, de ce qu'on peut ressentir, les émotions, les outils possibles pour limiter les incertitudes,
je crois qu'il y a de ce côté-là des choses à prendre en compte. Les capacités à communiquer ou à traduire ce que l'on ressent. On a tendance parfois, quand la maladie survient ou la difficulté, on a tendance à repérer que des personnes peuvent avoir des difficultés à communiquer ce qu'elles ressentent du côté de leurs symptômes. Il me semble intéressant de repenser peut-être en amont, et c'est ce que je vais présenter tout à l'heure à travers les outils, c'est de présenter aussi l'idée qu'on peut travailler sur le plan pédagogique à l'accompagnement des sensations bien avant que le problème soit aigu. Renforcer l'idée de valoriser le parcours de vie des personnes et pas seulement certains aspects ou périodes de leur vie, comme on a tendance parfois à saucissonner les parcours. Je trouve qu'il y a un intérêt aussi à repenser cette idée d'améliorer les parcours, qui sont parfois encore des parcours de vie difficiles, avec des passages parfois avec un manque de lien. On voit les établissements accueillir et développer actuellement de nouvelles formes de créativité avec un souci d'améliorer les questions existentielles, pas simplement le parcours, passer d'un établissement à l'autre ou d'une structure à l'autre, mais aussi d'y mettre la question de l'existence de la personne et ce qui pour elle va pouvoir faire continuité, se sentir mieux dans son corps, apprendre à exprimer ce que l'on ressent, améliorer la relation à soi-même et aux autres, les questions liées à la vie sentimentale, à la sexualité, la citoyenneté et, quelque part, essayer de rester en bonne santé. Les personnes en situation de handicap mental présentent souvent une fragilité particulière. La question de leur santé et de leur accompagnement qui mobilise les familles et les éducateurs est marquée actuellement par l'ambition d'un meilleur accès aux soins. Beaucoup d'établissements vont augmenter le nombre de rendez-vous médicaux, ce qui augmente le nombre de partenariats avec les soignants. Toutefois, n'étant pas ni médecin ni soignant, je vais m'intéresser à ce qui peut faire problème, si vous le permettez, c'est-à-dire pointer peut-être des sujets qui seraient des objets d'amélioration possibles au regard de la définition de la santé telle que l'a définie l'OMS. D'une part, un état de bien-être physique et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité, ce qui ouvre l'idée de travailler en amont sur la santé comme une forme de ressource de la vie quotidienne. Au regard de cette définition, les personnes en situation de handicap mental manquent souvent d'accès à la prévention. On parle du dépistage, on parle assez peu de la sensibilisation préalable qui fait qu'une personne peut être prévenue d'un certain nombre d'éléments qui peuvent survenir dans la vie. Elle pourrait bénéficier d'une approche plus large de la santé, moins focalisée sur l'événement, la douleur ou la maladie. Alors quels sont les obstacles? Les obstacles qu'on rencontre souvent, ça va être la difficulté de la personne à exprimer ce qu'elle ressent, ce qui était dit tout à l'heure, les émotions, les sensations, la douleur qui est un thème qui préoccupe beaucoup les accompagnants familiaux ou éducateurs, parfois les obstacles géographiques. Géographique, ça ne veut pas dire simplement habiter en dehors du périurbain, ça peut être parfois être amené à suivre différents types de rendez-vous et avoir du mal à organiser ces rendez-vous, en tous les cas à s'y préparer mentalement. La difficulté à établir une relation avec le soignant. Quelque chose qui, pour les éducateurs, est fréquemment dit, la question c'est est-ce qu'il y a un lien de confiance. On sait que ce lien de confiance, au-delà des outils que je vais proposer, est quelque part une quête dans laquelle les éducateurs et les familles ont peut-être une place importante en termes de passeurs. Dans les obstacles, il y a aussi parfois la difficulté à comprendre la réalité de ce que vivent ces personnes. Et elles-mêmes confrontées à ce qui peut advenir du côté de la maladie, c'est comment les aider à comprendre la réalité de leur mal ou de ce qui serait à faire. Beaucoup de personnes, par exemple, ont peur des machines, ce qui est une grande peur humaine. La peur des machines, nous sommes nombreux à l'avoir expérimenté lorsqu'on était enfant. Et on a beaucoup de retours, par exemple, du fait qu'aller passer un IRM, une radio, aller faire un scanner dans lequel il ne faut pas bouger pendant plusieurs minutes, mais quand on est angoissé, on peut avoir tendance à bouger justement pour éprouver des vibrations. Donc du coup, quand ça survient comme quelque chose d'inattendu, ça peut être difficile. Donc on a cette idée de comment appréhender la réalité, par exemple d'aller faire des radios. Et finalement aussi l'accès à l'information. Il y a pléthore de sensibilisation sur différents thèmes côté santé.
mais elles sont souvent noyées dans des publicités, la sensibilisation alimentaire, le dépistage du cancer, etc. Et noyées dans une foule d'informations télévisuelles, ce n'est pas toujours facile pour les personnes de serrer le contexte de l'information. Donc il peut y avoir une difficulté à appréhender le contexte dans lequel sont véhiculées ces informations. Donc les outils que je vais vous présenter, je vous rassure de suite, sont loin d'être parfaits. Ils ne sont pas exhaustifs, on y trouvera toujours des aspects perfectibles, et ils ne font pas consensus. Cela dit, l'idée que je vous propose, c'est que le meilleur outil est celui qu'on va façonner en lien avec la personne, les éducateurs, et puis l'entourage familial, etc. C'est un peu ce que vous nous présenterez tout à l'heure. Alors, première chose que je vais vous présenter, c'est l'idée d'approcher, dans un premier temps, quels sont les endroits où on peut trouver des informations du côté de la santé globale. Alors là, je trouve qu'il y a... je voudrais saluer l'action de Trisomie 21 France, qui a créé un site très accessible où vous pouvez tous aller, et qui va à la fois présenter des informations, des conseils santé, des présentations de professionnels de santé. Par exemple, vous voulez accompagner quelqu'un chez l'endocrinologue, chez le docteur Serra, par exemple, qui sera là tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'avoir une présentation concrète de ce que c'est un endocrinologue. Il y a une présentation visuelle avec des pictogrammes. Il y a aussi la présentation racontée. On ne mobilise pas toujours le côté sonore des présentations. Et donc, c'est déjà... et donc, vous avez ça pour différents types de médecins. Je ne pense pas simplement aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux accompagnants. Lorsque je vous écoutais tout à l'heure pour les questions liées au prélèvement de sel, au suivi gynécologique, au frottis, etc., on voit parfois que ce sont les accompagnants qui s'inquiètent énormément avant d'avoir eux-mêmes construit une appréhension de la réalité. Et il me semble que ces outils ne doivent pas être vus comme uniquement destinés aux éducateurs, enfin aux personnes accueillies, mais aussi aux éducateurs et aussi aux médecins. Parce que les médecins, parfois, sont inquiets eux-mêmes de la rencontre avec des personnes qui ont des fonctionnements, des habitudes, des conduites atypiques. Et donc il y a l'idée, à travers ces outils, de faire fonctionner différents aspects. Chez les médecins, peut-être l'inquiétude qu'on a tous connue de la personne handicapée, imprévisible, l'inquiétude de comment ça pourrait se passer. Chez les éducateurs, parfois l'irruption de la maladie. Lorsque vous avez, par exemple, l'arrivée d'un cancer, comme je l'ai connu dans une équipe, ça peut être vecteur de grande peur. Et cette peur empêche parfois de construire une définition de la réalité de ce qu'on va avoir à accompagner, qui est parfois pas si compliqué qu'on croit. Un prélèvement de sel, il a par exemple des possibilités très concrètes de cuvettes qu'on peut amener dans un SAVS et qui permettent de ne pas mélanger les sels avec l'eau et qui sont relativement faisables au niveau de la mise en œuvre. Voilà. Mais je profite de cet exemple pour dire qu'il me semble qu'il y a une peur avec laquelle il faut se familiariser et que ces outils sont d'excellents moyens de se familiariser avec ce genre de démarche. Donc il y a un double intérêt, à la fois pour les personnes en situation de handicap et les accompagnants, que ce soit les familles, les éducateurs, et je pense aussi aux médecins qui, derrière leur savoir, leurs compétences techniques, sont parfois inquiets de la situation. Donc ce premier site, je vous laisserai, je vais devoir, pour des raisons de timing, accélérer un petit peu l'intervention, mais sachez qu'il existe des endroits où on peut trouver des éléments sur la santé lorsqu'on n'est pas malade. Voilà la définition de différents types de médecins. Et chaque fois, vous avez, j'ai mis un exergue à côté, par exemple l'endocrinologue, plutôt pour faire le lien avec cet après-midi, où vous allez avoir une définition de la thyroïde et vous pouvez avoir un commentaire aussi là-dessus. Ces sites aussi, du côté de trisomie 21, ont l'avantage de prendre en compte des domaines un peu moins connus de ce côté-là, notamment la fatigue et les troubles du sommeil. Et du coup, on peut expliquer aux personnes, on va expliquer des méthodes pour arriver à mieux gérer son sommeil. Des personnes dont on sait parfois peu qu'elles ont des troubles du sommeil souvent importants et que derrière les idées reçues sur le trisomique qui serait têtu, il y a parfois des personnes qui le matin ont eu 4 à 5 micro-sommeils ou apnées du sommeil la nuit et qui du coup ont du mal à se mettre en route. Et du coup, c'est une manière aussi de rentrer, et je trouve très intéressant,
intéressant cette idée d'approfondir les syndromes qui peuvent résonner sur l'accompagnement différemment. Voilà. Il peut y avoir aussi dans la fatigue la question du surmenage qui est parfois pas toujours reconnue. Elle est reconnue chez les professionnels, mais pas toujours chez les personnes en situation de handicap qui parfois bénéficient de tellement de stimulation qu'elles peuvent aussi avoir des vies surmenées, surstimulées. Et tout, on va dire, le domaine de l'hyposensorialité du côté de l'autisme peut être un grand bénéfice aussi pour aider ces personnes à trouver leur propre rythme. Puisqu'on évoquait tout à l'heure la question du rythme des personnes avec trisomie. Alors, deuxième outil, pour approcher l'idée de santé globale et dans la métaphore de parler de ce qu'on ressent, soit au niveau des sensations, soit au niveau des émotions, je vous propose d'aller regarder du côté de Scratch ton humeur, qui a l'avantage du coup de parler des émotions, mais avec une certaine originalité. Voilà. Hop, je retrouve mon... Voilà. Alors, on parle souvent d'émotions comme la peur, la joie, etc. L'avantage là, c'est qu'on va un peu plus loin, on peut dire quand on est dépassé par une situation, quand on est serein, quand on est contrarié, quand on est gêné, qu'on éprouve une sorte de malaise psychologique ou intellectuel ou physique. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant, c'est comme un jeu où on va scratcher un certain nombre de ressentis et où on peut aller au-delà des émotions basiques, je dirais, pour traduire des états dans lesquels on se ressent. Voilà. Et donc je trouve que là, du côté de... ça vous fait un outil possible de ce côté-là. J'invite aussi, pour m'occuper d'un collectif santé à la structure Les Écureuils, nous sommes en train de réfléchir à comment on pourrait accompagner les personnes à nommer leurs sensations à travers des jeux. Sensations, par exemple la fièvre est rarement nommée par les personnes que je connais au niveau des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas toujours la douleur. Combien d'éducateurs se sentent très culpabilisés d'être passés à côté d'une fracture, s'en sont rendus compte 3-4 heures après. Donc c'est l'idée de travailler sur les sensations qu'on ressent bien en amont, un peu comme une homéopathie de la sensation, où on s'entraînerait auparavant à dire ce qu'on ressent. Après, au niveau santé globale, il y a du côté de Trisomie 21 France un document, tous ces documents, je vous les ai amenés pour que vous puissiez les consulter à la pause, un guide santé très bien fait, avec des pictogrammes, des références sur le site. Alors vous avez la formule papier et la formule numérique avec des références commentées. Voilà, je trouve que ce guide de santé est une manière d'appréhender tout un tas de rendez-vous possibles. Alors vous avez l'ophtalmo, le gynéco, et on est dans une version plutôt pictogramme. Je présenterai tout à l'heure une version plutôt bande dessinée pour avoir des choix, sachant qu'il y a la possibilité évidemment après pour les éducateurs, les familles, de travailler avec les personnes sur leurs propres outils. Pas considérer ces outils comme définitifs ou à utiliser de manière plaquée. Alors, juste un mot pour ce guide de santé. On peut y trouver des chapitres du genre « Ce que je peux faire pour rester en bonne santé ». C'est-à-dire, avant de rencontrer la maladie, il y a déjà le fait d'impliquer les personnes dans leur bien-être. On ne se rend pas toujours compte de la chance que c'est quand on a un handicap, mais qu'on est en relative bonne santé. Et pour éviter les approches trop morales, il faut faire le régime ou trop normatives, etc. L'idée, c'est de travailler avec ce genre de guide en amont sur le plaisir qu'on peut avoir à éprouver la bonne santé, ce qui est une manière très intéressante de se sentir exister. Comment bouger, faire du sport, bien dormir, etc. Ça peut être quelque part entretenir ses propres ressources. Se faire plaisir aussi, pas voir la santé que du côté il ne faut pas fumer, il ne faut pas manger de gras, etc. C'est des discours que les personnes ont tendance à entendre, qu'on véhicule parfois de manière implicite. Et l'idée, c'est de peut-être à travers ça, de repenser comment on peut accompagner la personne, non pas comme étant tributaire d'une morale des autres ou de savoir-faire uniquement du côté de l'exemple, mais de comment les personnes peuvent trouver elles-mêmes des ressources dans leur rapport à leur propre santé. Donc je trouve que ce guide est très remarquable pour ça. On y parle aussi du médecin traitant, qui est quand même très important, le médecin traitant. Je racontais il n'y a pas longtemps qu'un monsieur, pour le chapitre médecin, un monsieur que je connais depuis 20 ans, et je vais utiliser cet exemple pour montrer parfois l'ignorance dans laquelle on peut se retrouver des années plus tard en accompagnement. Un monsieur qui fumait depuis 20 ans,
qui est dans la structure Les Écureuils, on va l'appeler Robert, et il était vu comme le fumeur type. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais pensé que ce monsieur pouvait un jour avoir bénéficié d'une sensibilisation sur la tabagie. Donc on n'imaginait pas qu'il puisse vivre sans fumer, parce que on s'était construit une représentation, handicap, besoin d'une béquille, etc. Enfin, des choses comme ça. Donc je le fais dans une autocritique. Et un beau jour, il a eu un problème cardiaque, en fait, qui s'est doublé par une difficulté à respirer. Il a rencontré un médecin qui lui a dit, de manière pas du tout normative ou morale, il lui a dit, écoutez, là, si vous continuez à fumer, vous allez rencontrer des gros problèmes. Et donc là où nombreux professionnels, nous avons beaucoup de mal à arrêter de fumer, lui s'est arrêté de suite. La parole bien posée du médecin à un moment crucial a fonctionné, et il ne fume plus, contrairement à si on avait fait un sondage comme le fait le docteur Sadje sur nos représentations 6 mois avant cet événement, on aurait tous pensé qu'il n'était pas en possibilité de changer. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette place du médecin traitant et de l'accompagnement à cette relation me paraît intéressante et présente dans ce document. Voilà, je vous ai dit la mention particulière que je trouve intéressante sur le côté fatigue et sommeil du côté des personnes porteuses de trisomie, mais on le voit aussi dans les troubles autistiques, des personnes qui comme ça sont accompagnées avec beaucoup d'allant des professionnels, la créativité, les activités, et qui ont parfois du mal à lâcher prise. Et donc là, il y a l'idée de veiller aussi avec les surveillants de nuit, avec les accompagnants, à comment la personne peut elle-même être actrice de son sommeil, quoi. Alors après, voilà, ça c'est un exemple concret de comment sont organisés les pictogrammes à travers la fatigue. Alors je vais vous présenter maintenant un petit montage qu'il faut prendre avec précaution, on va dire que ça reste entre nous. C'est une idée complémentaire du travail que nous avons présenté, Madame Giordano, Dr Azema et Sadje, etc. Mais il faudrait que ça reste pour le moment entre nous. Ou en tous les cas, que ceux qui vont le voir ne remplissent pas le formulaire. Donc, nous, aux écureuils, certains l'ont rempli avant. Alors, non, c'est celui de tout à l'heure. Là, pour le moment, je vais vous montrer quelque chose plus toujours sur la santé globale et l'accès. Alors, le premier, c'est un témoignage sur la santé. C'est une manière de laisser une place aux personnes en situation de handicap dans leur propre témoignage sur la santé, avec l'arrière-pensée qu'on pourrait aussi les mobiliser du côté de la transmission de leur expérience auprès des autres. Le deuxième, c'est quelque chose qui m'est apparu longtemps manquant, qui sont les tutoriels, très utilisés par les plus jeunes et qu'on retrouve facilement sur YouTube. Et le réseau Luciole, qui est dédié plutôt au handicap mental sévère, a montré comment on peut accompagner une personne et la préparer à vivre un électroencéphalogramme. Et la troisième, c'est la démarche Santé BD. Donc le film dure à peu près 3-4 minutes et va vous montrer de manière schématique ces 3 types de démarches. Je pense que du côté de chaque démarche, il y a une possibilité d'ouvrir des façons et des créativités nouvelles, notamment du côté des tutoriels pour ne pas s'en remettre qu'au pictogramme.
Juste, donc quand vous allez sur ce site de Santé BD, vous avez à la fois la possibilité de choisir aller chez le dentiste, chez l'anesthésiste, etc. Vous pouvez aussi choisir si votre médecin est un homme ou une femme. Et ça va choisir si vous adressez à un adolescent, un adulte. Et à partir de là, vous allez avoir la prise en compte de ces éléments qui vont permettre d'obtenir les fiches. Voilà. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus, ce que j'ai trouvé de plus abouti dans la version bande dessinée. J'espère qu'on y trouvera après la question d'aller chez le cancérologue. On voit comment les outils peuvent se standardiser à la fois d'un côté avec Lucie a un cancer, cette très belle démarche, et en même temps comment on est en train aussi en ce moment d'avoir des standardisations. Alors standardisation, ça ne veut pas dire priver chacun de sa propre créativité, mais c'est aussi de faire converger un certain nombre d'éléments numériques, bande dessinée, et voilà. On peut aussi mentionner si on est en fauteuil roulant, si on est porteur d'autisme, si on a un handicap sensoriel. Et voilà, et vous avez, alors je ne peux pas toutes vous les résumer, vous avez une 30 à 40 fiches différentes. Après les outils sur les questions liées à la vie affective, sexualité, éducation sentimentale, je serai assez rapide parce que Carole Durand de l'association À part ça interviendra cet après-midi. Je trouve quand même que dans l'idée d'approcher ces questions, il y a pléthore d'outils actuellement, de démarches, donc c'est difficile de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de prise en compte de cette question. Et je crois que la question tout à l'heure du professeur Sada était anticipatrice de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'accompagnement et de questions autour de la vie sentimentale, la sexualité au sens large d'ailleurs, qui n'est pas que la génitalité, mais l'élan vers l'autre, vers soi-même. Mais je vais retenir donc en résumé 3 outils à vous suggérer pour commencer à travailler sur ces questions, ce qui n'empêche pas par ailleurs de mener une réflexion avec soit le planning familial, soit la remarquable association À part ça. Pour être passé par ce travail de collaboration, je trouve que c'est quelque chose qui peut animer dans les institutions une créativité qui fait qu'on peut à un moment donné se passer d'outils et fabriquer ses propres démarches. La première donc en attendant, c'est des hommes et des femmes. Alors c'est une démarche belge, un programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné de façon prioritaire aux adolescents et aux adultes présentant une déficience intellectuelle. C'est une mallette pédagogique. Elle permet aux accompagnants de mettre en place des animations visant à accompagner les personnes dans leur épanouissement relationnel, amoureux et sexuel. Il donne des éléments de réflexion préalables, indispensables à la mise en œuvre du programme. Si le contenu reste fidèle à la première édition, il y a des nouveautés dans la dernière édition de 2016 qui sont notamment l'accent mis sur Internet et les réseaux sociaux, avec la question de la pornographie, comment accompagner l'éducation à l'image. Il y a aussi un volet supplémentaire cette année sur le droit des personnes en situation de handicap, conjugué à la fois toutes les questions autour du respect de l'autre, du consentement, la notion de consentement qui est difficile de traiter en 10 secondes, mais qui pose beaucoup de questions et qui ne peut pas être traitée que sur une approche d'un mode purement juridique, mais qui demande quand même à s'assurer de la capacité qu'a la personne à dire non. Il y a des animations faisant appel aussi à des applications numériques et notamment une ouverture culturelle à 2 films qui ont été des avancées, notamment le film Yo Tambien et le film Gabriel, qui sont 2 films témoignant de la vie sentimentale de personnes en situation de handicap et qui sont devenus des films emblématiques. Nous, quand on est allé voir Gabriel avec des personnes accueillies et des professionnels, c'est quelque chose qui est resté dans la mémoire, comme quelque chose qui sert aussi leur propre cause. Voilà, ça c'est pour le premier outil. Je suis désolé, mais le timing fait que je vais continuer un peu à cette vitesse. Le deuxième, c'est la sexualité pas à pas. Donc cet outil d'éducation sexuelle aborde de nombreuses questions de la vie affective et sexuelle. On va retrouver forcément des grandes questions, depuis les aspects les plus pratiques et techniques de l'acte sexuel, jusqu'aux notions plus abstraites du consentement, d'amour, de tendresse, mais également d'affirmation de soi et de respect mutuel. L'utilisation de marionnettes permet une présentation sobre, sensible et pourtant parfaitement explicite, qui s'adapte à différents niveaux de déficience intellectuelle.
Cette vidéo est accompagnée d'un livret avec des étapes. Voilà. Troisième, tu veux ou tu veux pas. Un sujet qui s'exprime de plus en plus, c'est celui de la vie affective. Le film Tu veux ou tu veux pas est une fiction sur la vie affective. Donc là, l'intérêt de cette démarche, qui est complémentaire d'ailleurs, est d'avoir mis en place des scénettes de la vie quotidienne avec des personnes. Voilà, il y a l'idée peut-être à retenir dans cet outil particulièrement de favoriser l'échange et la notion de fiction qui est un plus, comme l'autre a les marionnettes, et la première plutôt des références sur des méthodes pédagogiques. Après, je voulais vous dire un mot de ce site qui s'appelle Centre de ressources handicap et sexualité, où vous pouvez trouver beaucoup de choses, d'éléments de réflexion et des petits tutos d'émissions. Je continue à la même cadence pour finir dans 4-5 minutes et puis pouvoir laisser la parole à Madame Ray. Je vais peu aborder, comme la vie affective, on va dire, j'ai passé un peu rapidement pour laisser un peu plus la parole à Carole Durand cet après-midi. Sur le soin bucco-dentaire, je rappelle quand même que c'est souvent un des soins qui alerte le plus les personnes, les familles et les professionnels. Je laisserai l'équipe avec Aline D'Agregorio et le foyer d'accueil médicalisé Le Guillem cet après-midi en parler. Je vais donc être très concis et présenter juste 2 photos. L'une du Clos du Nid, qui a créé un cabinet depuis de longues années au sein de son association, où un dentiste est sur place, et du coup, il y a l'idée de permettre aux personnes de rester sur place pour les soins bucco-dentaires. Alors, vous me direz, est-ce que ça ne va pas à l'encontre du droit commun et du droit de choisir son médecin ? Peut-être qu'il y a une réponse diversifiée à avoir. Pour certaines personnes, notamment du côté du handicap mental sévère ou quand il y a de fortes angoisses, l'idée d'être sur un terrain familier est favorable. Donc on n'est pas obligé d'avoir des options radicales d'un côté ou de l'autre, mais certains soins dispensés sur place peuvent être assez intéressants parce qu'ils peuvent être aussi travailler beaucoup sur le sentiment de sécurité de la personne, notamment dans les MAS, les foyers d'accueil médicalisés, mais aussi dans les foyers de vie, où parfois des personnes peuvent subir les rendez-vous au dernier moment et pas toujours les vivre comme quelque chose de sécurisant. Alors déjà qu'en soi, le soin bucco-dentaire est compliqué, voilà, la question ça peut être comment avoir des réponses différentes. Et deuxième exemple qui est symbolique, mais que j'ai trouvé intéressant dans les expériences Rhône-Alpes, où une équipe ambulatoire de dentistes se déplace dans les institutions pour faire une grande majorité des soins. Donc c'est aussi la preuve qu'elles peuvent, du côté de la préoccupation des dentistes, aussi faire tourner une patientèle, ce qui n'est pas du tout, qui est normal que des dentistes veulent aussi avoir une sorte de cabinet qui fonctionne. Mais là, il y a la possibilité, par l'ambulatoire, je crois qu'il y a des possibilités intéressantes à réfléchir qui pourront progressivement toucher d'autres domaines du champ de la santé, quoi. Mais l'équipe du FAM Le Guillem présentera ça mieux que moi tout à l'heure. Alors après, c'est le petit film, le petit montage que je voulais vous présenter, que je propose qu'il reste entre nous. Donc c'est à partir de la rencontre avec Oncodéfi, nous nous sommes posé la question de notre place là-dedans et de la place notamment d'avant le dépistage. Avant que le cancer arrive, est-ce qu'on ne pourrait pas... Dans un sens, on s'est beaucoup concentré sur adapter des outils aux personnes dites déficiences intellectuelles, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse, c'est-à-dire regarder ce qui existe dans les politiques publiques, dans les clips de sensibilisation, et travailler sur la passerelle de l'autre côté, c'est-à-dire permettre à ces personnes d'accéder à un certain nombre d'informations qui, lorsqu'on les étudie, sont très bien faites. Alors, ce sont des montages qui sont volontairement réduits pour l'exercice du temps aujourd'hui. Donc, il ne faut pas les utiliser pour l'instant tels quels, puisqu'on doit respecter normalement la dimension entière du clip. Mais je voulais vous montrer ça parce que je trouve qu'il y a une possibilité très intéressante que nous allons expérimenter aux écureuils, mais je propose que ce soit ouvert, c'est-à-dire que nos démarches de collectifs ressources puissent se faire de manière décloisonnée au niveau des différents établissements. Et donc, on est parti sur le fait que les 3 cancers qu'Oncodéfi qualifie de prioritaires, le colorectal, l'utérus et le sein, sont 3 cancers qui provoquent des rendez-vous.
et des rendez-vous, comme disait Madame du SAVS, qui peuvent être problématiques. Le frottis, tous les 3 ans. Le colorectal, c'est un prélèvement de sel, on a vu. Alors là, vous m'avez servi dans le colorectal peut provoquer des inquiétudes, bien qu'un prélèvement de sel n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement fastidieux. Et la mammographie peut aussi provoquer des inquiétudes. Hein. Donc du coup, on a simplement essayé de trouver dans ce qui existait dans les clips de sensibilisation, des clips qui nous paraissaient adaptés, très bien conçus en soi. Là, je vais vous les montrer de manière brute, avec juste des aspects, hein, de manière à ce que ce soit court. L'idée qui est sous-jacente, c'est qu'on crée de manière décloisonnée des possibilités où les personnes elles-mêmes pourraient présenter ces clips en les reliant à ces rendez-vous qui sont parfois vécus comme intrusifs, difficiles, de manière à, en amont, sensibiliser sur comment un frottis peut être extrêmement important pour maintenir sa ressource de santé, on va dire.
Alors, comme on doit se rapprocher de la conclusion, je vais passer l'implication des personnes dans la prévention, mais à la pause, on pourra évoquer, avec ceux qui le souhaitent, l'approche, par exemple, des questions alimentaires, où il y a une partie des personnes dans la salle, une dizaine, qui ont participé à 10 jours sur le goût, à partir de rencontres avec le docteur Serra, où on essaye de concrétiser des approches qui permettraient d'être des alternatives à l'avidité par la dégustation, la prise en compte de la nourriture comme réconfort, nous décaler face à des problématiques comme le diabète, etc., donc sous l'autorité du docteur Serra, mais en même temps d'essayer de construire des savoir-faire un peu différents que nous partagerions volonté comme expérience commune avec d'autres structures. Je vais juste finir sur les outils au service de la continuité. Voilà. Pour donner quelques éléments qui, au milieu de ces outils qui sont parfois un peu disparates, peuvent permettre de créer du lien. C'est d'une part le carnet de santé Trisomie 21 France, qui est complémentaire du guide dont je parlais tout à l'heure, qui est plus du côté de la personne là et qui va permettre aussi à la personne de raconter un peu ce qu'elle ressent. Ses habitudes de vie, fait des choses qui peuvent servir du côté comme un médiateur avec les soignants, mais aussi dans les étapes de la vie. Quand on devient adulte, eh bien, on peut avoir besoin de certaines continuités. Je voulais dire un mot des tablettes numériques qui, donc avec la présentation, je vous conseille d'aller regarder du côté de Auticiel, du côté du Résoluciol. Alors Auticiel a été construit plutôt à la base du côté de l'autisme, mais avec une appréhension de la déficience intellectuelle. Deuxième adresse pour les tablettes numériques qui sont très en vogue depuis 2010. Deuxième adresse, c'est le Résoluciol. Alors là, c'est pour ceux qui accompagnent des personnes qui sont du côté du handicap mental plus sévère. Il y a des choses très intéressantes sur les constructions qui permettent à la personne de nommer et aussi d'utiliser la tablette comme un support de jeu et de communication avec l'extérieur. Ensuite, il y a les tablettes tactiles dans leur ensemble, qui est un outil pertinent pour l'inclusion des personnes. En plus, il faut savoir que la tablette, c'est un outil qui n'est pas stigmatisant, et un outil qui permet aussi de passer des étapes qu'on n'aurait jamais cru possible il y a 20 ans. Avant, on pensait pour pouvoir utiliser un téléphone, il fallait apprendre à compter, il fallait apprendre les chiffres, etc. Maintenant, on voit des jeunes adultes qui arrivent de l'IME, ils ont des iPhones, la lecture ou pas, ils arrivent à fonctionner, à aller sur des sites, à s'envoyer des photos, fait des choses qui sont... Donc du coup, c'est intéressant, je trouve, les tablettes, parce que c'est pas stigmatisant et en même temps, c'est un support où on peut réinvestir des pédagogies corporelles sur les ressentis, etc. Et je vais en profiter pour laisser la parole à Madame Ray, qui va faire le lien entre ce qu'a été le Macathon, que les IME connaissent bien, qui a été créé dans les années 70, et justement le lien avec les tablettes numériques. Bonjour. Donc, je suis maman d'un jeune adulte handicapé âgé de 25 ans, trisomique, malentendant, appareillé des 2 oreilles et n'ayant pas acquis le langage. Rémi a bénéficié dès l'âge de 3 mois d'une rééducation orthophonique et a eu la chance de rencontrer des professionnels qui l'ont fait travailler en variant les supports pédagogiques pour ne pas le lasser. Et toujours dans la complicité, le plaisir et le jeu. On a essayé le langage des signes pour l'aider à oraliser, mais cela fut un échec. De plus, les établissements et les enfants qu'il a fréquentés ne savaient pas signer. Donc, nous avons abandonné ce type de communication. Quand son IME a commencé à utiliser les Macathons, son orthophoniste m'a demandé de lui faire des fiches à thème. Donc, c'était des intercalaires en carton sur lesquels j'avais collé des bandes de scratch et ça lui permettait de poser les symboles des Macathons et de les utiliser. Au final, ces fiches à thème, donc dans ces fiches à thème, évidemment, on avait les émotions, les parties du corps, des Macathons qui exprimaient les problèmes de santé, comme j'ai envie de vomir, j'ai des vertiges, j'ai de la fièvre, le stéthoscope, la piqûre. Enfin, c'était très vaste. Il y avait également ces centres d'intérêt. Au final, ces fiches à thème étaient rangées dans 2 gros classeurs gris administratifs qui étaient très lourds et encombrants. Donc, il ne les avait pas sur lui et il ne les utilisait uniquement que pour ses séances d'orthophonie. Lorsqu'il a été en âge de faire ses premiers stages en ATO, son orthophoniste m'a proposé de remplacer ces gros classeurs par une tablette qu'il pouvait porter sur lui tout le temps. Nous avons opté pour une tablette tactile, légère, d'usage ludique,
de bonne taille, 16/24, pour que les symboles soient nets. D'autre part, nous avons tenu à ce que cette tablette soit à usage unique, outil de communication exclusivement. Donc il n'y a aucun jeu dessus. Après l'achat de cette tablette, de la coque anti-choc, nous avons acheté une application qui s'appelle Talk Tablet. Talk, T-A-L-K, tablette. Donc c'est une application de communication pour personnes avec des difficultés pour s'exprimer oralement. Elle concerne les personnes autistes, aphasiques, trisomies, ayant subi un AVC ou une laryngectomie, enfin toutes sortes de handicaps. Cette application oralise les symboles choisis par l'utilisateur pour exprimer une idée ou associer plusieurs symboles pour créer une phrase. Elle peut être utilisée sur des tablettes Apple, Android ou Kindle. Elle coûte 79 € et lorsque vous la téléchargez, vous avez accès à une version préparamétrée. Donc vous avez une base avec des pages, des boutons, des fonctionnalités qui existent. Soit vous l'utilisez comme ça, ou alors ça vous permet de créer une version personnalisée. Cette application Talk Tablet possède sa propre collection d'images que l'on peut enrichir avec nos propres photos, ou alors aller chercher des images sur Internet. Pour l'utiliser, il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet et on peut empêcher toute modification en paramétrant un code PIN. Rémi a très vite compris comment naviguer d'une page à l'autre et trouve très vite et facilement les symboles pour s'exprimer. Ayant beaucoup de mal à se faire comprendre des personnes extérieures à la famille, ce qui a souvent été une grande source de frustration pour lui, cette application s'est révélée être une vraie solution et lui a permis de prendre de l'assurance, de s'autonomiser et s'épanouir dans sa vie sociale. Et c'est vrai que le succès de cette forme de communication vient évidemment du fait que tous les acteurs sont partie prenante. Lui, il a envie d'utiliser sa tablette. La famille et l'équipe professionnelle qui l'entoure l'ont intégré comme outil de communication. Pour que ça soit un petit peu concret, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, nous étions convoqués pour un rendez-vous chez le juge des tutelles. Et donc le rendez-vous étant très tôt le matin, je suis allée le chercher la veille à l'internat. Donc il n'a pas passé la soirée avec ses copains d'internat. Arrivé au rendez-vous, la juge prend la parole, se présente et explique à Rémi que elle sait qu'il comprend tout, mais elle ne va pas lui poser des questions directement pour ne pas le mettre en difficulté. Toutefois, à tout moment, il peut intervenir. Là, de suite, il l'arrête avec ses mains, il lui dit stop, il prend sa tablette, tape toi, moi, ici, et ben voilà. Et il reprend sa tablette et il tape copain, bar des amis, coca, zik. Voilà. Pour l'instant, Rémi en est à l'étape où il utilise une image pour exprimer un sentiment. Mais en fait, il travaille avec son orthophoniste la construction de la phrase. On n'a pas encore la phrase, mais ça vient. Et quand il travaille avec elle, il a un réel plaisir parce que quand il construit une phrase, la tablette oralise et lui, ça lui plaît, c'est ludique et il a envie de répéter et il fait beaucoup d'efforts et inlassablement, il réappuie et il recommence à travailler. C'est vraiment un support très agréable. Et pour finir, les qualités que nous, au quotidien, nous trouvons à cette application, elle est facile d'emploi, elle est vraiment intuitive. Elle a un encombrement minimum, il l'a constamment sur lui, au même titre qu'il porte ses lunettes ou ses prothèses auditives. Elle ne nécessite aucun effort, ni aucune compétence de l'interlocuteur, qui n'a qu'à écouter les idées émises par la tablette. Contrairement, si on avait coincé Rémi dans le langage des signes, il n'aurait pu communiquer qu'avec des personnes qui savaient signer. Elle est facile à créer, à modifier, elle est personnalisable, et à tout moment évolutive, vraiment facilement, en fonction de son quotidien et de ses centres d'intérêt. Le seul bémol que moi je trouve à cette tablette,
c'est qu'il me semble que pour une meilleure exploitation de l'application, il est nécessaire de faire une version personnalisée. Et ça prend énormément de temps. Voilà. Histoire de conclure, je vous propose juste un dernier outil, qui est un livre de Charles Gardou qui s'appelle Au nom de la fragilité, qui a l'avantage d'avoir été écrit aussi bien par des parents que par des personnes, que par des intellectuels, des professionnels. Ça s'appelle Au nom de la fragilité. Ça a été écrit avec le soutien de l'écrivain marocain Tahar Benjeloun, qui a eu l'expérience d'avoir une enfant trisomique dans les années 90. Et je vous lis pour conclure les 5 petites lignes de l'introduction de Charles Gardou, qui est anthropologue, grand chercheur du côté du handicap dans le monde entier, mais aussi dans les expériences familiales, des professionnels, culturelles, etc. Je cite, « Ces pages à l'écriture diverse disent ce que l'on ne peut dire autrement, avec retenue, avec tendresse, comme un cocktail d'humanité et de poésie. Peut-être sont-elles un feu de brume en un temps opaque, peut-être une éclaircie dans l'épaisse forêt des faux-semblants et des facticités. Peut-être une trêve dans l'absurde jeu pour paraître, abuser les autres et se tromper soi-même. Peut-être un instant de vérité au milieu de notre grand bal masqué, certainement un signe pour signifier à ceux qui éprouvent le handicap au quotidien, vous n'êtes pas seuls, votre fragilité est la nôtre. » Merci. Est-ce que les informations qui sont disponibles, on peut les diffuser, elles seront sur le site donc Maladies Rares. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'il y a un site de diffusion Il y a une liste que je ferai passer pour... je pense que c'était une présentation suffisamment succincte pour que tout le monde ait envie d'aller voir dans chaque domaine et d'approfondir. Hein. Chaque domaine où vous allez voir ouvre des pans importants, quoi. Donc vous pourrez regarder. Oui, bravo et merci pour ce travail fait. Moi, je suis un homme heureux parce que toute ma vie professionnelle, mon combat a été celui-là, c'est-à-dire puisque j'étais psychiatre en établissement médico-social et donc toute la question c'était que les personnes en situation de handicap, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, accèdent à des soins de qualité. Ce qu'on n'a pas dit ce matin à propos d'Oncodéfi, c'est que j'ai découvert un mot qui m'a horrifié, c'est-à-dire que les personnes avec déficience intellectuelle bénéficiaient, entre guillemets, de soins dégradés. Donc je me suis fait expliquer par les cancérologues ce que c'était les soins dégradés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas de grade optimal. Ça veut dire que si vous devez avoir une chimiothérapie, une chirurgie et une radiothérapie, eh bien vous aurez peut-être la chirurgie, vous aurez 2 ou 3 séances, là il vous en faut 15, et puis vous n'aurez pas de radiothérapie parce que vous allez bouger, etc. C'est ce qu'on appelle les soins dégradés. Donc moi je suis très heureux parce que je vois que beaucoup de chercheurs et d'équipes se sont mis au travail sur ces questions-là et ont développé des outils. Et donc, je compte beaucoup sur vous pour que vous les développiez, Monsieur Martin. Hein, on vous passe le bébé, les clés du camion. Voilà, maintenant, il faut... Voilà, donc, je suis très heureux d'entendre tout ce que j'entends. Il y a un point sur lequel il faut insister, qui était dans le rapport... C'est un nom extraordinaire, c'est un peu comme le Cluedo, de Escott et Moutarde. Donc, il y a eu une étude sur le programme national d'accès à la santé bucco-dentaire, ça s'appelle un PNIR, une étude extraordinaire, exhaustive. Et donc, il y a eu un rapport de ces 2 auteurs et ils ont parlé de l'accessibilité. De l'accessibilité, de l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, c'est pas simplement l'accessibilité de la rampe, etc. C'est pas simplement la solvabilisation de la personne handicapée, etc. Et ils ont amené un concept qui n'est jamais parlé, c'est ils ont parlé de l'accessibilité émotionnelle. Et qu'est-ce que c'est que l'accessibilité émotionnelle? C'est-à-dire qu'on peut développer plein d'outils, etc., mais on va toujours buter de toute manière sur la question du soignant et du soigné. Et comment, bon, là, on travaille sur le soigné, entre guillemets, le patient.
comment on va diminuer son niveau d'angoisse, mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on peut arriver à diminuer l'anxiété du soignant dans cette rencontre-là, avec cet autre-là. Voilà. Et donc, en fait, le soignant, lui aussi, il a des émotions. Hein, il a des émotions. Qu'est-ce que c'est que cet autre-là qui bave, comme disait l'autre, qui chie, qui prend son cul, etc. Vous savez, la blague de... donc, c'est-à-dire que des fois, face à un certain public, les soignants peuvent être totalement démunis. Et votre aventure avec le juge des tutelles a été très sympa, je trouve. Voilà. Donc la question, c'est comment on peut arriver aussi à s'occuper des soignants et pas simplement des soignés. Parce que si on améliore la rencontre de la personne à soigner avec le soignant, si on travaille sur cette accessibilité émotionnelle, eh bien, on va faire des très grands progrès. Voilà ce que j'ai envie de dire. Oui, bonjour. C'était simplement pour signifier que les institutions peuvent faire appel à des grands groupes, comme par exemple Orange, pour demander à financer par le biais du mécénat des tablettes numériques dans des institutions pour faciliter la communication des usagers.